Licomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le 4e numéro de Micro-ondes, le podcast de Licomtech, l'Institut des professionnels de l'intelligence économique et de la communication de demain. Je suis toujours Thibaut Ricalde et encore une fois je suis accompagné de Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut. Au programme, rapidement, un reportage sur la mobilité des étudiants de Licomtech à l'international, l'interview de Marilyn Dallord, vice-rectrice aux affaires internationales et étudiantes de l'université de Moncton, et la découverte du projet professionnel COSI. Et donc tout de suite, Thibaut a un petit mot à nous dire avant de commencer le gros de l'émission. Effectivement, aujourd'hui, parce que Micro-ondes voyage international, j'ai décidé de mettre mon grain de sel de façon courte et polyglotte. Bienvenue dans ce 4e numéro et bonne écoute. Welcome in this fourth opus and have a good listening. 欢迎收听第4期节目，祝大家收听愉快。 Пожаловать на 4-й выпуск программы и приятного прослушивания. Bienvenidos a la cuarta edición. Disfruten del programa. dal leen ak jàmm ci seen ñeenteelu jotaay ñu ngi leen di ñaanal déglu jàmm. Benvenuti in questa quarta emissione, buon ascolto. مرحبا بكم في العدد الرابع ولحظات ممتعة. Merci beaucoup aux étudiants qui ont accepté de jouer de leurs connaissances linguistiques. Et on enchaîne sans plus tarder avec les infos bouillantes de Licomtech pour la période se situant avant les vacances de Noël. Mercredi prochain, le 14 décembre, le BIDUP, Métis et la Junior Entreprise organisent leur traditionnelle journée de Noël. Préparez vos petits souliers pour accueillir comme il se le doit le grand monsieur barbu et bedonnant. De mon côté, je peux vous dire que parce que l'avenir de Licomtech est au cœur de nos préoccupations, le service communication vous encourage à retourner dans vos anciennes formations pour partager votre expérience d'Icomtechien ou d'Icomtechienne. Pour plus de renseignements, adressez-vous à Thomas Guénifet et Cindy Larue. Et pour terminer, un bref message de l'équipe du Gala 2012. La révélation du thème est imminente. Restez sur vos gardes, vous pourriez avoir quelques surprises. À très vite. Nous vous rappelons au passage que le gala aura lieu le samedi 31 mars 2012 à la salle Agora de Jonéclan. Merci beaucoup, Lynn. Et avant de te retrouver dans ta revue de presse intelligence économique et communication, le reportage sur la mobilité des étudiants de Licomtech à l'international, ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Avant toute chose, Lynn et moi souhaiterions vous prévenir que certaines entrevues ont été réalisées via le logiciel Skype, ce qui peut expliquer la faible qualité sonore de certaines interventions. Cela ne retient en rien la qualité des réponses des personnes interrogées. Grâce au programme Erasmus de l'Université de Poitiers, mais aussi grâce aux partenariats spécifiques de Licomtech, notamment avec l'Université canadienne de Moncton et l'Université de Nijmegen située aux Pays-Bas, chaque année, des étudiants de première année de master profitent de cette opportunité et s'aventurent au-delà de nos frontières. Marc Saint-Faust, enseignant à Licomtech et responsable de la mobilité internationale pour l'établissement, nous présente les opportunités de mobilité offertes par Licomtech. Alors, par Licomtech, il y a plusieurs opportunités possibles. La première, c'est de suivre des cours à l'international. La seconde, c'est de suivre des stages à l'international. Et la troisième, qui est un mixte des deux, de faire de la formation et après ça un stage. Donc ça veut dire qu'il y a différentes formes possibles qui sont généralement dans le cadre des conventions Erasmus, que Licomtech a en propre. Donc on a 2 contrats Erasmus pour le moment, ou que l'université a, ou que l'IAE a. Et en tout, ça fait à peu près 180 pays possibles dans lesquels on peut aller suivre des parties à l'international. Alors, l'objectif de la formation, c'est quoi? C'est d'arriver à suivre une formation dans une université qui enseigne de la communication. Mais l'idée est de ne pas suivre forcément que des cours en communication. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de vos collègues qui sont partis en Espagne ou ailleurs, et je pense entre autres à l'Espagne, ils ont suivi des cours d'espagnol par exemple, mais ils ont suivi aussi des cours de marketing. Donc la formation, on part pour se former, et le stage, bien évidemment, on part pour connaître l'entreprise ou une collectivité locale, et donc apprendre les langues. Donc les pays, je vous l'ai dit, en tout, avec l'université, il y en a à peu près 180. Là où ça marche le mieux, c'est en Europe. Clairement, c'est en Europe. Après ça, les États-Unis, ça fait rêver beaucoup les étudiants, mais c'est très difficile. Et d'autres pays, type Afrique du Sud ou autres, c'est possible, mais c'est assez compliqué à voir. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, Licomtech a 2 contrats Erasmus qui font qu'on peut partir, par exemple, en Hollande. Il y a un de vos collègues qui est actuellement en Hollande, Pierre Simonet, et qui donc va en Hollande, ça lui permet de parler anglais, mais aussi pas mal d'autres langues, donc c'est toujours intéressant. Pour dire qu'on n'est pas obligé de partir en Angleterre pour parler anglais. Vos collègues qui m'ont demandé dernièrement s'ils pouvaient partir aux États-Unis et en Angleterre, c'est les destinations les plus demandées, donc c'est là où c'est le plus compliqué pour y aller.
Voilà, après ça, quand est-ce qu'on part? Nous, à l'Ecomtech, on souhaite que vous partiez l'année de M1. Pendant la licence, vous pouvez préparer votre affaire et vous partez en M1, pas en M2 parce que c'est l'année de fin et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et vous pouvez partir 6 mois ou 1 an. Et après, si vous voulez faire un stage, vous pouvez continuer avec un stage. Vous pouvez partir autant de fois que vous voulez pendant vos périodes de formation à l'étranger. Mais par contre, vous avez des aides que pour une fois. Quel est votre rôle, vous, Monsieur Saint-Faust, auprès des étudiants dans cette affaire de mobilité internationale? Alors, mon rôle auprès des étudiants, c'est de les aider aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur le fond, ça va être de choisir l'université qui va aller avec ce que vous souhaitez faire, enfin ce que l'étudiant souhaite faire, par rapport à ce qui est possible dans l'université, par rapport à ce qui peut correspondre à un projet professionnel. Et sur la forme, alors c'est peut-être là où j'interviens le plus, c'est le lien avec l'université, donc française ici, mais c'est le lien avec l'université qui va vous recevoir. C'est boucler le contrat d'apprentissage là-bas. C'est même aider pour tout ce qui est aide, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides. La région peut aider, le conseil général peut aider, l'université peut aider. Enfin, tout ce monde-là peut vous aider, et obligatoirement, ça veut dire qu'il y a pas mal de paperasse, pas mal de choses à faire, donc on peut aider. Et puis enfin, je pense que le plus important, c'est le lien avec l'université, c'est qu'au niveau corps enseignant, ce soit relativement fluide pour vous puissiez arriver là-bas dans des meilleures conditions. Intéressons-nous maintenant à ceux qui sont partis, comme Dorcia Ombongo, Master 2 SMC. Dis-moi Dorcia, toi qui as fait des cours de radio au Canada, tu seras très à l'aise pour répondre à ma première question. Il s'agit de savoir ce que ton semestre à l'étranger t'a apporté. Alors ce semestre m'a apporté beaucoup de choses déjà sur le plan universitaire parce que j'ai pu faire au Canada un programme sciences de l'information et communication. Donc j'ai pu justement comparer le système français et le système canadien. Donc c'est une première chose déjà. Et puis ensuite sur le plan personnel aussi, parce qu'on a fait beaucoup de rencontres, on a visité Moncton, ses alentours, et on est aussi allé à Montréal, Québec. Donc c'était vraiment très enrichissant. Très bien, et ensuite, quel conseil donnerais-tu aux étudiants désireux de tenter l'expérience? Alors je dirais déjà aller vers les autres, parce que c'est vraiment pas facile. Ensuite, se faire énormément de contacts, parce que vraiment au niveau professionnel, ils ont une forte demande au Canada, donc on peut avoir beaucoup d'opportunités. Et justement saisir ces opportunités-là parce que notamment j'ai eu l'occasion de rester durant l'été, mais pour de la paperasse c'est assez compliqué, donc je regrette aujourd'hui, mais ça a été finalement une très très bonne expérience. Nous avons ensuite posé les mêmes questions à Aurélia Méloni, ancienne Master 1 IECS. Alors sur le plan universitaire, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai découvert en fait une nouvelle matière, tout ce qui est gestion documentaire. Donc ça m'apporte au niveau aussi professionnel. Parce que comme ça, je peux aussi classer mes documents, tout ça. Enfin, ça me guide en fait dans ma gestion des documents. Donc c'est à la fois universitaire et professionnel, c'est un atout. Tu as finalement choisi de rester au Canada par la suite. Pourquoi? Alors je suis restée au Canada, c'est à la fois universitaire et professionnel. Parce que en université ici, j'aime beaucoup la relation avec le prof et puis au niveau professionnel, le Canada, c'est le milieu en fait entre la France et les États-Unis. C'est un petit peu au niveau culturel et à la fois avec l'entreprise, en fait, c'est décentralisé. Donc, c'est-à-dire que toute la relation avec les collègues ou avec le directeur, en fait, c'est beaucoup plus facile d'accès. Il y a une évolution qui est beaucoup plus rapide au sein de l'entreprise. Laisse pas mal de pouvoir au niveau des actions, c'est-à-dire que si tu proposes une bonne action pour l'entreprise, on va te laisser la développer plus vite que dans l'entreprise en France en fait, où on va être plus réticent à innover ou à développer de nouvelles actions. Et quelle formation suis-tu cette année? C'est une maîtrise en sciences de la gestion, on appelle ça ici, en marketing. En ce moment même, plusieurs étudiants de l'Ecomtech sont à l'étranger le temps du premier semestre. On a questionné en premier Audrey Puy-de-Basque, Master 1 SMC. Dis-moi Audrey, où est-ce que tu te trouves en ce moment? Je suis à Montréal, au Québec, au Canada. Tu suis quelle formation? En fait, je suis à l'Université du Québec à Montréal et je suis dans un programme qui s'appelle le DESS Design d'environnement, qui fait partie de la faculté d'art et plus précisément de l'école de design. Pourquoi avoir choisi l'UQAM? Donc en fait, je voulais partir à l'étranger. Ça m'intéressait pas spécialement de rester en Europe. Je suis venue au Canada en fait en 2006 et j'avais beaucoup apprécié le pays, la mentalité, etc. Donc j'avais envie de revenir.
Il y avait déjà des échanges donc avec l'Icomtech, mais dans des universités qui étaient un petit peu plus petites. Et j'avais vraiment envie de découvrir Montréal parce que c'est une grande ville. Et au niveau de la culture, ça bouge beaucoup. Donc moi, ça m'intéressait. Donc j'ai commencé à faire des recherches. En fait, il y a un programme d'échange qui s'appelle le CREPUC qui permet de partir dans différentes universités canadiennes. Je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu les programmes qu'il y avait à Montréal. J'ai sélectionné 3 programmes en fait. On peut faire 3 choix. Sauf qu'au moment d'enregistrer en fait mes choix, je pouvais faire qu'une seule demande parce que toutes les universités voulaient être choisies en premier en fait. C'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai fait qu'un seul choix, qui était le programme de design d'environnement donc de l'UQAM, design d'environnement pardon, design d'événements de l'UQAM. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le design d'événements ? En fait, j'avais fait un premier stage dans l'événementiel et ça m'intéressait de revenir à ça dans mes études. En fait, on travaille beaucoup sur le design d'un événement dans l'espace public, qui est quelque chose qui n'existe pas en France en fait, et donc j'y voyais un complément à mon cursus français. Nous sommes retournés en Europe pour rejoindre Jean Poirot et Sarah Coutin, respectivement Master 1 SMC et IECS. Alors Jean, Sarah, où est-ce que vous êtes en ce moment même ? Bon, alors en ce moment on est à Valence, dans la communauté valencienne, au centre-est de l'Espagne. Vous êtes dans quelle formation ? Alors c'est une formation un peu variée, c'est-à-dire qu'on a des cours en fait dans différentes formations. On a des cours de management, des cours de tourisme. Donc ça, on mêle un peu les deux et puis voilà, ça nous plaît bien pour le moment. C'est assez intéressant, ça nous permet de voir un petit peu autre chose que la communication et l'information, tout en restant dans le domaine de l'entreprise. Comment se passe votre semestre en Espagne ? Donc notre semestre se passe très bien. C'est très enrichissant parce qu'on est avec plein d'étudiants Erasmus. Le fait d'être en Erasmus, c'est vraiment une belle expérience que je conseille à tout le monde. Ça nous donne une ouverture d'esprit assez énorme et en plus on peut s'enrichir donc de 2 langues, donc c'est-à-dire l'anglais et l'espagnol, parce qu'on a choisi avec Jean des cours en anglais et en espagnol. En gros, notre semestre se passe très bien. Est-ce que vous êtes pressé de rejoindre vos camarades à l'Icomtech ? C'est pas par rapport aux camarades qu'on n'a pas envie de revenir. On a quand même envie de revenir un petit peu, quoi. C'est juste le fait que là, ici, la vie est totalement différente. Là, ici, on est sur un campus étudiant avec une vraie vie étudiante. À l'Icomtech, on est sur un pôle technologique où la vie étudiante, elle est quand même un peu moins prononcée. Et c'est vrai que vu qu'on est parti aussi pendant un semestre, on s'est dit que tout ce qui est nouveau, etc., on n'a pas du tout eu l'occasion de les rencontrer. Donc on pense que quand on va arriver, ça va être un peu difficile aussi pour nous peut-être de se réadapter en fait à la vie Icomtech. Peut-être aussi à Valence, ça nous permet de voyager. Certains sont partis, d'autres sont revenus, mais il y a aussi ceux qui souhaitent partir, comme Lucie Goupil, Master 1 IECS. On lui a demandé en premier lieu dans quel cadre elle comptait partir. Je pars en fait dans le cadre du partenariat entre l'Icomtech et l'université de Nimègue qui a été créé en mois de mars 2011 et donc en fait qui s'assimile à un échange Erasmus. Très bien, et quelle formation vas-tu suivre là-bas ? Alors j'ai dû choisir 5 matières qui faisaient chacune 6 crédits pour avoir mes 30 crédits du semestre. Donc j'ai une première qui concerne un peu tout ce qui est la politique et la culture des Pays-Bas. Une autre Dynamics of Business Strategy, Social Innovation and Organization, Leadership in Organization et la dernière Marketing. Et ces enseignements ont été validés par quelqu'un pour s'assurer que ça correspondait bien à ton master actuel ? Oui, en fait, on est obligé de remplir un dossier. Donc déjà, faut avoir le nombre de crédits suffisant. Et après, en fait, je l'ai fait valider par Monsieur Marcon pour voir si ce que je voulais apprendre correspondait un peu aux formations qui étaient proposées à l'Icomtech. Et qu'en est-il du stage ? Et ben en fait, du coup, moi, j'ai pas de stage à faire vu que je pars au 2e semestre à l'étranger. J'ai cours de fin janvier jusqu'à début juillet et du coup j'ai pas de stage à effectuer vu que de toute façon vous l'aurez remarqué, Micron ne recule devant rien et certainement pas la distance pour aller auprès de ceux qui possèdent les réponses à vos questions. Encore une fois, un grand merci aux différents participants de ce reportage. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Nous espérons sincèrement que ce reportage donnera des envies de voyage à certains d'entre vous. Et avant de retrouver Lynn pour sa revue de presse, une première pause musicale. Il s'agit de Sam Santana. La chanson s'appelle Mock to Love, tirée de l'album Never Without Me.
Retour à l'antenne sur Micro-ondes. Elles nous viennent de loin avec une vitesse hallucinante, ce sont les infos pressées de Lynn. Et on commence par l'intelligence économique et une décision gouvernementale qui me touche particulièrement, amoureux des bandes dessinées que je suis. Le gouvernement français a confié à Jacques Toubon la mission de convaincre les 26 États membres d'instaurer un taux réduit sur les livres physiques et numériques, à l'échelle continentale. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'à partir du 1er janvier, le taux de TVA sur les livres passerait à 7%. À ce jour, la TVA, appliquée aux livres numériques, s'élevait à 19,6%, alors que les livres physiques étaient taxés au taux de 5,5%. Conscient que ce double taux constitue un frein au développement de la lecture numérique en France, le gouvernement souhaite obtenir une TVA équitable et réduite. Une mission d'influence à suivre de très près. Et maintenant, on va parler communication avec l'étrange rapprochement des fast-food et du sport. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus, Lynn ? Donc commençons avec McDonald's France, qui lance sa première opération de Celebrity Community Manager sur Facebook en faisant appel au double champion du monde de boxe, Jean-Marc Mormec. C'est l'agence TDB Paris qui a développé cette stratégie digitale. De leur collaboration est née l'idée de remplacer le community manager habituel de la page fan Facebook par une célébrité, le temps d'une semaine, du 21 au 27 novembre. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, soyons plus actuels avec le concurrent direct de McDo. Quick, pour sa part, a fait appel à Tony Parker. Depuis le 29 novembre, ce dernier apparaît dans la nouvelle campagne publicitaire du groupe pour promouvoir le French Burger. L'objectif de l'enseigne de fast-food est ici de valoriser une recette de hamburger originale et inédite chez Quick. Le premier hamburger à viande de race 100% française. Le tout en s'appuyant sur la personnalité de son égérie, le basketteur français, star de la NBA. L'idée est ici de montrer que, même vivant au pays du hamburger, Tony Parker ne peut résister au goût typiquement français du French Burger. De cela, à vous de choisir entre Quick et McDo, entre la boxe et le basket. Vous pouvez aussi choisir le petit plat maison et la sieste. Et maintenant, nous vous emmenons de l'autre côté de l'Atlantique pour savourer un délicieux plat du jour canadien. Il s'agit de la vice-rectrice aux affaires internationales et étudiante de l'université de Moncton. Depuis 21 ans, elle a enchaîné de nombreuses casquettes au sein de l'université, dont celle de directrice de l'Institut d'études acadiennes, de titulaire de la chaire d'études acadiennes et de directrice du programme d'information communication. Bonjour Madame Lord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite vous poser une première question. Quand avez-vous été nommée vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales de l'université de Moncton ? Donc, j'ai été nommée en avril 2011. Donc, c'est un poste tout récent, mais je suis entrée en fonction le 1er juillet. C'est un nouveau poste à l'université qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est l'université qui a décidé de se positionner en matière étudiante et internationale. On veut faire de ce bureau vraiment là le phare de l'université où se retrouvent toutes les activités qui encadrent, si on veut, les étudiants, à commencer par le recrutement, l'admission, les services aux étudiants, tout le service de mobilité internationale, ensuite le programme d'appui à la réussite, le programme d'appui pour les étudiants ayant un handicap. Je pourrais continuer, là, il y a toute une multitude, même les activités sportives et récréatives. Donc, c'est de remettre l'étudiant au centre et tout ce qui gravite là autour des étudiants. Donc, c'est ce que regroupe ce nouveau poste là, qui est nouvellement créé cette année à l'université. En quoi cela se traduit en termes d'action? Ça se traduit en ayant des initiatives pour favoriser l'expérience, optimiser l'expérience étudiante. Entre autres, nous avons lancé cet automne un nouveau programme qui s'appelle Passeport international. Et ce passeport ressemble réellement à un passeport. Donc ça, c'est une initiative de mon bureau. Et en fait, il s'agit d'un programme qui permet aux étudiants, que ce soit les étudiants canadiens, mais les étudiants internationaux aussi, d'acquérir une expérience internationale. Donc, ils doivent cumuler 100 points. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui va en mobilité internationale pendant une année académique récolte 40 points. Donc, l'étudiant doit assister à des ateliers, des conférences, des stages. Et lorsqu'il va avoir ces 100 points, l'université va lui décerner un certificat qui va accompagner son diplôme lors de la collation des grades où ça sera reconnu qu'il a acquis ce qu'on appelle l'intelligence culturelle. Parce qu'on sait que de plus en plus d'employeurs recherchent maintenant cette compétence. Et pour les étudiants internationaux, ça a été adapté en conséquence parce qu'ils ont déjà une expérience de mobilité en étant étudiants à l'Université de Moncton. Donc ça, c'est une initiative. Une autre initiative, c'est nos bibliothèques. On a 3 campus, nous, dans notre université. Mais ces bibliothèques, dans 2 d'école, 3e, les travaux sont en cours, deviennent des carrefours d'apprentissage. Donc, on offre, par exemple, le centre d'aide en français. Il y a le centre aussi d'appui de réussite aux études pour les étudiants ayant un handicap.
Tout ça, maintenant, se retrouve à la bibliothèque. Donc, ça ne s'appelle plus une bibliothèque, ça s'appelle un carrefour d'apprentissage avec multiples services d'appui aux études pour les étudiants. Donc, c'est le genre de choses que mon bureau fait. Merci pour ces exemples représentatifs. Je suppose que ces opérations sont difficiles à mettre en place. Oui, puis aussi, c'est que on voit que c'est beaucoup des innovations. Donc, dans le milieu universitaire, ce sont des nouveaux programmes, des initiatives. Donc, c'est un peu pour ça que le bureau a été créé, là. Quels sont vos liens avec le milieu du journalisme? Mes liens avec le milieu du journalisme datent de longtemps. Donc, moi, je savais déjà là, depuis l'âge de 10 ans que je voulais être journaliste. Donc, mes études, que ce soit à l'école secondaire ici au Canada, qui est l'équivalent du lycée chez vous, ensuite à l'université, tout a été axé vers cette profession que je voulais exercer. Donc, j'ai été journaliste à la Société Radio-Canada pendant 10 ans avant de venir ici professeur de journalisme à l'Université de Moncton. Donc, j'ai été 22 ans professeur au programme d'information-communication. Et là, je suis, la toute nouvelle vice-rectrice. Mais aussi, j'ai été très médiatisée pendant mes années de professeur. J'ai accordé multiples entrevues, notamment sur des réalités médiatiques, la concentration de la presse, le rôle des femmes au sein de la pratique journalistique, la question des minorités également, la représentation des minorités dans les médias, donc toutes sortes de thèmes. Donc, j'ai toujours gardé cet intérêt pour le journalisme et je le conserve toujours d'ailleurs. Ça, même si je suis devenue vice-rectrice, ça reste toujours là. En octobre 2011, vous avez participé à la Foire internationale de l'Université de Poitiers. Quel était le but de cette foire? Il y avait plusieurs buts. En fait, on sait que l'Université de Moncton et l'Université de Poitiers ont des liens privilégiés. Donc, nous sommes le principal partenaire de l'Université de Poitiers et c'est la réciprocité de notre côté, Poitiers étant le principal partenaire. Nous avons 8 ententes spécifiques entre différents programmes dans nos universités respectives. Donc, il y avait un peu cette visite de courtoisie à l'endroit de notre université privilégiée et partenaire, mais aussi on voulait certainement être de la fête pour souligner le 580e anniversaire de l'Université de Poitiers. On connaît aussi les racines acadiennes, donc qui sont du Poitou. Il y a toujours ce lien historique qu'on n'oublie jamais finalement. Et ensuite, il y avait cette foire internationale. Et cette foire nous a permis, nous, d'avoir un kiosque, de rencontrer aussi des gens d'autres partenaires de l'Université de Poitiers. Et je peux déjà vous dire aujourd'hui que la semaine dernière, nous avons reçu à notre université les gens de l'Université Saint-Esprit du Liban que nous avions rencontrés lors de la foire internationale à Poitiers. Donc, nous avions établi un contact. Et on les avait invités à venir chez nous, entre autres pour avoir une entente avec cette université pour nos 2 facultés de droit. Donc, c'est ça qui est merveilleux avec ce que Poitiers a fait, c'est que Poitiers a réuni ses différents partenaires pour que ces différents partenaires, à leur tour, puissent collaborer ensemble. Et je peux déjà vous annoncer, je ne pense pas que même les autorités de votre université le savent encore, mais il y a déjà des fruits parce que nous avons reçu la semaine dernière cette délégation du Liban et oui, les 2 facultés se sont rencontrées et il y a maintenant partenariat entre les 2 facultés et ça, c'est grâce à la Foire internationale de Poitiers. Donc, tout le monde est ravi. Si je comprends bien, vous nous donnez là une exclusivité, n'est-ce pas? Oui, parce que tout ça s'est conclu vendredi, le 25 novembre. Donc, nous avons reçu la délégation le 24 et 25 novembre et ça s'est conclu l'entente le 25 novembre. Donc oui, je vous donne une exclusivité. L'Icomtech et l'Université de Moncton travaillent actuellement sur un projet d'accord pour un échange parcours international. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, ça c'était un des autres buts de ma visite à Poitiers il y a quelques semaines. En fait, j'étais même allée en mai 2010 à Poitiers aussi pour discuter de cette entente. Nous avons reçu M. Marcon à 2 reprises ici à Moncton. Il y a un collègue qui m'avait précédé également à Poitiers. Donc oui, on va en arriver à une entente. C'est-à-dire que encore une fois, je pense que là, on va innover dans la façon que nous avons décidé de nous arrimer l'Icomtech et le programme d'information-communication. C'est-à-dire que nous recevons déjà des étudiants de l'Icomtech ici à l'université. Nos étudiants vont chez vous. Vous êtes plus nombreux à venir chez nous, ne serait-ce en raison de la réalité démographique. Mais là, ce qui va se produire, c'est que les étudiants qui ont la licence chez vous, qui viennent faire l'équivalent de chez nous, qui est notre 4e année, ce sera l'équivalent de la Master 1 pour les étudiants de Poitiers.
Nos étudiants qui obtiennent ce que nous, on appelle chez nous le bac universitaire, donc qui ont complété 4 années d'université, pourront aller chez vous en 5e année et seront en Master 2. Donc, on s'inscrit dans des continuités de programmes. Et ça, oui, c'est nouveau. Donc, on devrait pouvoir signer ça tout prochainement parce que vraiment, lorsqu'on s'est rencontrés à Poitiers, tous les détails étaient réglés et on s'entendait sur tous les détails. Donc, on avait fini, si on veut, là, de passer le papier sablé là, sur les petites coches et là, tout était beau. Donc, je pense qu'on pourra le faire démarrer pour la prochaine année académique. Je suis très confiante. Et ça sera une innovation qu'on pourra poursuivre sans doute avec d'autres programmes, mais ça sera vraiment les 2 premiers programmes de nos universités respectives qui vont le faire de cette façon-là. Mais je pense que c'est une voie pour l'avenir de mettre à profit nos façons différentes d'octroyer les diplômes qui sont finalement avantageuses pour nos étudiants. Et pourquoi pas? Ça permet d'avoir un diplôme d'ici, un diplôme chez vous, ou un diplôme chez vous, un diplôme ici pour nos étudiants respectifs, ce qui est merveilleux. Eh bien, Madame Lord, merci beaucoup pour vos réponses à nos questions, ainsi que d'avoir répondu présente à notre invitation. Ah ben c'est très bien. En tout cas, ça me fait plaisir parce qu'on apprécie. Moi, j'ai beaucoup apprécié les étudiantes de Poitiers que j'ai reçues. Je pense qu'elles ont été bien heureuses. En cours de journalisme? Oui, puis en séminaire de synthèse, donc le gros cours qu'on a chez nous là, je pense qu'elles avaient été ravies. Puis c'est une très bonne expérience pour les étudiants de côtoyer des jeunes qui ont un début de formation ailleurs. Ils peuvent échanger aussi sur leur formation respective. Puis ça ouvre tellement les horizons de part et d'autre. Tout le monde est gagnant dans ces formules-là. C'est ça qui est très, très bien. Donc, puis il faut vivre dans l'époque dans laquelle nous sommes. Donc, c'est vraiment le village global. Il faut donner cette opportunité-là à nos étudiants. Merci encore beaucoup, Madame Lord, et à bientôt en tant qu'auditrice. Retour en France avec la 2e pause musicale que nous avons sélectionnée pour vous. Il s'agit de Making Me Nervous de Brad Sucks, tiré de leur album, bah oui, c'est un groupe, donc de leur album I Don't Know What I'm Doing. Here we go. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. And I could tell you a thing about taking your time. It's making me nervous, yeah. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on my mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. And I can tell you a thing about taking your time. It's making me nervous, yeah. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. I can tell you a thing about taking your time. It's making me nervous, yeah. Tout de suite, retour à l'antenne sur Micro-ondes.
Ne soyez pas nerveux, Micro-ondes est de retour. Tout de suite, passons à table avec le projet pro COSI. Un pied en Canada, un pied en France. Vous allez découvrir ça maintenant dans ce reportage. Micro-ondes. Reportage. Le COSI, mais qu'est-ce donc ? Un projet à visée internationale ? Un projet à visée scientifique ? Ou un projet qui sent bon le sirop d'érable ? Eh ben, un peu de tout ça à la fois. Le COSI, c'est avant tout l'abréviation de colloque spécialisé en sciences de l'information. Il s'agit du premier colloque francophone international en sciences de l'information, tenu en alternance entre 2 pays, la France et le Canada. Le groupe responsable du projet, constitué de 4 étudiants de 2e année de master, déjà bien rodés au climat canadien. Ancien étudiant de l'université de Moncton, Nicolas Malowan, M2 IECS et chef du projet, nous présente le colloque. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc le COSI, c'est le colloque spécialisé en sciences de l'information. La première édition donc de ce colloque international s'est tenue au Canada en 2009 et à cette occasion il y avait eu donc des chercheurs en sciences de l'information, en communication, des professionnels aussi du domaine de l'archivistique, de la documentation, qui étaient donc venus des 4 coins de la francophonie, donc du Canada, de la France, de l'Afrique également. Et puis cette année, donc en 2012, nous allons tenir en France la 4e édition de ce colloque. Et puis c'est sûr que cette année, donc cette aventure scientifique va prendre une toute autre ampleur. Et c'est donc aussi le premier colloque international dans le domaine qui se tient conjointement avec 2 pays. Est-ce que tu as déjà participé à l'organisation du précédent COSI et en quoi ce colloque sera différent ? Oui, j'ai travaillé donc sur les éditions précédentes. J'ai donné un coup de main donc pour la logistique et pour l'organisation. Il faut savoir que le colloque en soi c'est 2 jours d'activité donc où des scientifiques et des chercheurs vont échanger sur des thèmes scientifiques, mais derrière il y a un travail qui s'étend sur une année complète, donc un travail d'organisation dont mes collègues vont pouvoir vous donner donc plus de détails. Cette année aussi, en fait, on s'attend, donc on s'y est pris d'avance. On s'est pris donc à partir du mois de septembre, et on a déjà l'assiette bien pleine, si je peux dire comme ça. Cette année, ce sera différent, oui, parce que on est donc en France. Il y a forcément des petites choses qui vont changer, l'ampleur. Donc, on attend plus de scientifiques. On attend plus de communication cette année, donc le travail à faire en amont, il est plus important. Au départ, tu devais être seul et organiser le colloque au sein du service communication. Maintenant, il s'agit d'un projet indépendant. Pourquoi ce changement ? Tout d'abord, l'ampleur du travail. C'est sur chaque édition précédente, il y avait toute une équipe qui travaillait donc en amont sur l'organisation du COSI. Et puis c'est une tâche qui est impossible à faire pour une seule personne. Alors lorsque Charlotte, Émilie et Zakia se sont proposées, c'était une excellente nouvelle parce que tout d'abord elles ont la double expertise. Elles connaissent le Canada, elles connaissent aussi la France. Et puis elles étaient très motivées, très enthousiastes, donc elles pouvaient apporter beaucoup à ce projet puis l'enrichir. Donc c'était une très bonne nouvelle lorsqu'elles se sont proposées. Et je les remercie beaucoup d'ailleurs. Partis l'an dernier sur le campus de Shippagan, Émilie Mohamed Ali et Charlotte Minguet du M2 IECS nous expliquent le fonctionnement de leur groupe. Donc notre organisation, en fait, elle s'articule autour de 3 missions principales, donc qui sont premièrement d'organiser le colloque, donc c'est toute la logistique, prévoir les imprévus, voilà, donc organiser de A à Z. Également la valorisation, donc avant le colloque, donc l'annoncer, pendant le colloque et surtout après, notamment pour les retombées. Et puis aussi la communication, donc à travers la création de supports et communiquer donc sur ce colloque spécialisé en sciences de l'information. Alors au niveau de l'organisation du colloque, c'est Nicolas Malowan qui s'en occupe. Moi et Charlotte, nous sommes sur le pôle valorisation et Zakia s'occupe de la communication. Émilie, tant que je t'ai sous le micro, quelles sont vos missions dans le projet ? D'accord, donc les missions se scindent en 3 temps. Donc on a l'avant, le pendant et l'après pour la mission. D'abord, tout ce qui concerne l'avant, c'est préparer, anticiper tous les besoins et les ressources nécessaires pour dérouler, donc pour que le colloque se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, le pendant, c'est
Nous travaillons donc essentiellement sur les missions inhérentes à la partie avant. Nous avons envoyé l'appel à communication auprès de différentes universités et différents chercheurs pour pouvoir les accueillir lors du colloque. Et ensuite, donc, on a la phase l'après, concernant donc tout ce qui est les éventuelles retombées au niveau pour pouvoir en parler plus tard. Qu'est-ce qui vous intéresse toutes les deux dans l'organisation du COSI 2012 ? Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est d'être donc confronté à l'organisation d'un événement qui est d'autant plus d'envergure internationale, donc c'est très intéressant pour nous. Et le fait que ce soit un colloque spécialisé en sciences de l'information, donc c'est en accord avec notre filière, donc lié à l'information, la communication, l'intelligence économique, donc ça touche un petit peu tout. Et puis donc bien sûr, ça offre la possibilité pour nous de développer nos compétences, donc en événementiel. Et puis on a beaucoup d'autonomie dans ce projet, on est très indépendant, tout en étant chapeauté par Nicolas. Et on peut aussi être force de proposition. Donc c'est très complet. Également le côté relationnel, le fait de communiquer avec des personnes extérieures. En plus de tout ce que ma collègue a dit, c'est la belle expérience qu'on a vécue l'année dernière au Canada. Et pour nous aussi, c'est une forme de continuité. On continue un petit peu à rester en contact avec l'Université de Moncton et le Canada également à travers le COSI. Plus acadienne que le Canada, Zakia El-Kassemi, M2SMC, a passé un semestre à l'Université de Moncton. Zakia, comment se passe la collaboration avec le campus de Shippagan de l'Université de Moncton ? Alors donc il faut savoir que cette année ce colloque est organisé en France. Comme l'a souligné tout à l'heure Charlotte, on a quand même pas mal d'autonomie, ce qui nous laisse une liberté assez certaine dans nos choix. Donc on n'a pas nécessairement le besoin d'être en constante relation avec l'Université de Moncton au campus de Shippagan. Et bien sûr, il y a Madame Manoan qui est donc de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Et si on a besoin d'entrer en relation avec elle, on passe par Monsieur Marcon, puisqu'ils sont coprésidents tous les deux sur le COSI. En quoi ce projet est-il professionnalisant à tes yeux ? C'est un projet que je pourrais mettre en valeur lors de mon parcours professionnel parce qu'il vient apporter, on va dire, une nouvelle corde à mon arc. J'ai jamais vraiment organisé d'événements de ce type, d'une envergure aussi importante au niveau international, disons. Et c'est vrai que les attentes et les cibles sont bien spécifiques, donc ça contribue un petit peu à notre ouverture d'esprit et aussi à notre enrichissement personnel. On apprend tous beaucoup en étant confrontés aussi aux réalités. Ça nous sort un petit peu des murs de l'Icomtech et de la théorie qu'on pourrait apprendre ici. Vous l'aurez compris, le projet COSI 2012 possède un volet organisationnel et événementiel, mais permet aussi une ouverture vers le monde scientifique et l'international. Merci encore au groupe d'avoir répondu à nos questions, et à très vite pour cet événement que nous ne manquerons certainement pas. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Une sacrée aventure que ce projet COSI. Et quitte à parler d'aventure, autant parler de ce célèbre reporter belge de bande dessinée, Tintin, que Clément Berny de Licence est allé voir récemment au cinéma. Lynn s'est donc empressée de lui poser des questions pour sa chronique Culture à emporter. Pourquoi tu souhaitais voir ce film, Clément ? Alors, j'ai souhaité voir ce film parce que depuis tout petit, j'ai lu plusieurs fois la collection complète de Tintin et j'étais curieux de savoir comment Spielberg pouvait représenter le monde de Tintin à l'écran. Et donc, est-ce que Spielberg a respecté un peu le monde d'Hergé dans ce film ? Enfin, le film est un bon reflet des aventures de Tintin. Après, il y a certaines scènes qui sont très américanisées, qui sont intéressantes, mais qui ne rentrent pas spécialement dans l'univers d'Hergé. Est-ce que tu conseillerais donc à tes camarades d'aller voir ce film en salle ? Alors à tous les fans inconditionnels de Tintin, il est évident que c'est très intéressant d'aller le voir. Et à ceux qui connaissent pas Tintin, c'est une bonne manière de découvrir son monde, le monde de Tintin et toutes ses aventures. Très bien, merci beaucoup et bon film à tous. Et ce film est bien évidemment à partager entre amis. Éline, je te repasse tout de suite le micro pour ce qui se mijote à Poitiers, pour que tu nous donnes les dernières infos, les dernières actualités, bref, les derniers bons plans à voir dans notre chère ville. Et ça commence avec un peu d'histoire, avec un grand H, en plein centre-ville. La Maison de l'Architecture propose une nouvelle exposition intitulée Le Havre, ville reconstruite. Cette exposition revient sur la reconstruction du Havre, ville détruite par les bombardements alliés en 1945. Véritable laboratoire urbain et architectural, cette reconstruction est désormais reconnue au titre du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La Maison d'Architecture, c'est toujours en centre-ville et c'est toujours gratuit. Une autre cité peut trouver votre intérêt, celle de l'Écrit, à savoir Montmorillon. Ville médiévale, située à environ 50 km de Poitiers, Montmorillon vous invite à découvrir sa cité de l'Écrit. Cette cité se trouve au cœur de la ville. On y trouve des bouquinistes,
des spécialistes du livre, anciens et d'occasion, ainsi que des artisans des métiers du livre, calligraphes ou illustrateurs. Des expositions et des ateliers ont lieu tout le long de l'année. Et pour terminer, abordons ce qui va se passer dans les 3 prochains jours, avec cette idée que finalement le Père Noël est loin d'être une ordure. Effectivement, Thibaut, 3 soirées auront lieu sur Poitiers, les 8, 9 et 10 décembre, afin de récolter des cadeaux pour les enfants défavorisés. Ces soirées sont organisées par le Zinc, avec une soirée en chair d'improvisation théâtrale, le jeudi 8 décembre. Le collectif et le Plan B, qui eux organisent une soirée concert et DJ le vendredi 9 décembre. Et enfin une soirée au Bibliocafé, avec un quiz spécial rock dans la musique, les films et la littérature, le samedi 10 décembre. Pour chaque entrée, veuillez apporter un jouet neuf pour les enfants de moins de 10 ans. Les bénéfices serviront à l'achat de cadeaux supplémentaires. Merci beaucoup, Lynn. Et voilà, nous espérons que vous avez passé un bon voyage à bord du vol Micro-ondes numéro 4, émission spéciale internationale. Quelques petites annonces avant de se séparer. Tout d'abord, le 11 janvier, nous vous diffuserons une émission best-of, revenant sur les 4 premiers numéros de Micro-ondes, avec tout ce qu'il y a de rigolade, de lapsus, de fou rire, d'hésitation, bref, que du bonheur, en tout cas pour nous comme pour vous. Ensuite, nous reviendrons pour un 5e opus aux alentours du 18 janvier sous une nouvelle formule. Et pour cette nouvelle formule, nous avons besoin de vos retours. Et pour avoir vos retours, il y existe différents moyens, n'est-ce pas, Lynn? Alors bien sûr, vous pouvez passer par notre boîte mail, webradio@icomtech.fr, par les réseaux sociaux, notamment Facebook, et surtout grâce au questionnaire qu'on va mettre en place. Questionnaire que nous vous donnerons avant les vacances de Noël, bien entendu. Et en parlant de vacances de Noël, nous vous en souhaitons de très bonnes, ainsi que de bonnes fêtes, en famille et entre amis. À très bientôt, chers auditeurs. À bientôt et merci à toi, Thibaut. C'était Micro-ondes, savourer l'info. À bientôt.